à tous et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller où ce soir. Je suis très bien entourée puisque j'ai les 5 finalistes du prix Orange du livre 2024. Donc c'est une soirée avec la Fondation Orange et le site lecteur.com. Je vous présente tout de suite les finalistes. Alors par ordre alphabétique, comme ça je ne froisse personne. Donc nous avons Amina Damerdi pour Bientôt les vivants, paru aux éditions Gallimard. Bonsoir Amina. Bonsoir. Sophie Divry pour Fantastique Histoire d'amour, paru aux éditions du Seuil. Bonsoir Sophie. Bonsoir tout le monde. Marianne Jéglet pour L'Ami du Prince, paru chez l'Arpenteur. Bonsoir Marianne. Bonsoir. Kiyemis pour Et refleurir, paru aux éditions Philippe Ray. Bonsoir Kiyemis. Bonsoir. Et Gaëlle Aubiegli pour Sans valeur, paru aux éditions Bayard. Bonsoir Gaëlle. Et est-ce qu'on le présente, le président du jury, Jean-Christophe Ruffin, donc écrivain et membre de l'Académie française. Bonsoir Jean-Christophe. Et je vous donne Bonsoir. tout de suite la parole en tant que président de ce beau prix. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous. Félicitations aux 5 lauréats parce que en tant que membre et président de ce jury, je considère que les 5 titres qui sont sélectionnés et qui, comme vous savez, sont donc la partie qui est sous la responsabilité du jury, puisque après, ce sont les internautes qui choisissent le vainqueur final. Ben, ces 5 titres sont pour nous, les lauréats, voilà, c'est ce qu'on considère et on accorde autant d'importance à chacun d'entre eux. C'est d'autant plus remarquable, je le répète à chaque fois, que c'est un prix qui n'a pas de présélection, c'est-à-dire qu'on reçoit et on regarde. Alors, je ne dis pas qu'on peut tous les lire parce que ça fait presque 80 livres au démarrage, mais il n'y a pas de sélection de départ. C'est-à-dire que ce sont tous les livres parus entre le 1er janvier et le 31 mars qui sont éligibles pour ce prix. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de monde sur la ligne de départ et ça donne encore plus de mérite, évidemment, à ceux qui sont arrivés dans cette finale. Voilà. Alors, le jury, comme vous le savez, est multiple. Il est composé d'écrivains, il est composé de libraires, de blogueurs, de lecteurs qui sont choisis dans le groupe de lecteur.com. Il y a aussi une dimension sociale, je dirais même humanitaire, avec euh, la Fondation Caritas qui nous relaie, enfin qui contribue aussi par la présence d'une représentante dans le jury, mais qui fait lire à beaucoup plus de monde, évidemment, à élargir ce jury. Donc c'est multiple et ça aussi c'est une caractéristique. Voilà. Et puis, dernière étape, celle-ci, c'est-à-dire que il y a la possibilité donc de présenter ces livres pour que le vote final soit fait par les internautes. Alors, le jury vote aussi, bien sûr, et il y a en fait une pondération entre le vote final du jury et le vote des internautes. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est l'occasion pour vous d'être en contact avec vos lecteurs ou ceux qui ne le sont pas encore et de les convaincre ou en tout cas de présenter votre travail. C'est pas, comment dirais-je, vous n'êtes pas là pour vendre votre soupe, c'est pas la question, mais je pense que les lecteurs apprécient de vous voir, de vous entendre et et d'avoir peut-être une approche plus riche de votre travail à travers les explications que vous pouvez leur donner sur la façon dont vous avez conçu vos projets, voilà, c'est au fond ce que vous avez mis dans vos livres. Voilà, c'est l'idée. Donc chacun est évidemment là pour présenter son livre de façon libre. Je ne sais pas, Nathalie, combien de temps vous avez donné à chaque personne pour le faire, mais euh, On va on- bien parler, ils auront un temps de parole conséquent pour dérouler sur. voilà, l'idée c'est que vous ayez le temps, que vous preniez le temps et très simplement, voilà, que vous sachiez que vous parlez à quelqu'un. Je crois que c'est important pour les écrivains de savoir qu'il y a quelqu'un au bout du fil, quoi, que l'écrivain n'est pas tout seul. Il y a un moment où, et c'est pas seulement un éditeur, même si je vois qu'Amina est venue avec le soutien de son éditeur Jean-Marie Laglaftine, que je salue, parce que c'est le mien aussi. Voilà. Mais bon, il n'y a pas que les éditeurs. Au bout de la chaîne, il y a quand même des lecteurs et ils sont là. Vous ne les voyez pas, mais eux, ils vous voient.
vous entendent. Et donc, c'est une belle occasion qui vous est donnée. Et puis, évidemment, il y aura aussi, au moment de la remise du prix, donc au mois de juin, Le euh, la 13 présence des cinq. Et ça aussi, on y tient beaucoup parce que c'est pas une ou un lauréat qui sera présenté, c'est vraiment les cinq qui seront mis à l'honneur. Chaque livre sera présenté par quelqu'un et on y tient vraiment parce que encore une fois, cette sélection de cinq, pour nous, c'est le prix, en fait. Voilà. Alors évidemment, après, la règle du jeu, c'est qu'on en dégage un, mais les cinq sont, j'allais dire, pour nous, ont une très grande valeur. Voilà. Donc, merci d'avoir accepté de participer à cet exercice et je pense qu'il sera apprécié par tout le monde et en tout cas, ravi de vous écouter. Et encore une fois, bravo parce que cette année, la sélection était très riche. Enfin, ce n'était pas une sélection d'ailleurs, mais le choix de livres qui nous a été offert était très, très riche. Il y avait de très, très bons ouvrages et ça a été difficile voilà, de parvenir à ce choix final. Évidemment, toujours au préjudice de ceux qui n'ont pas été retenus. Bon, ben, voilà. Mais en tout cas, nous avons tous, et vous avez tous, reçu beaucoup de soutien de la part des membres du jury. Voilà. Alors, bravo. Et ben, maintenant, c'est à vous. Alors, je vais juste rappeler que les votes sont ouverts jusqu'au 5 juin minuit. Vous pouvez aller voter sur le site lecteur.com. Alors, écoutez-les bien et choisissez bien le titre que vous avez envie de voir. Lauréat, ça sera le 13 juin au soir. Voilà. Un grand merci, Jean-Christophe. Alors, je vais vous poser une question. Alors, on salue Jean-Marie Laclatine, bien sûr, qui est l'éditeur donc, de Amina. Bonsoir, Jean-Marie. Oui, Je vous ai je oublié. pas rester. Je suis là juste d'abord pour soutenir Amina parce que j'aime profondément son livre. Je trouve que c'est un livre formidable, mais aussi juste en tant qu'éditeur pour dire que Gallimard et les autres éditeurs sont très attentifs à ce qui se passe dans des prix comme celui-là. Je trouve que le prix Orange, c'est une formule très, très originale qui permet de sonder en profondeur le goût des lecteurs. Et de façon à la fois sincère, vivante, et cette formule est vraiment formidable. Alors, je suis très content de saluer tous ceux qui écoutent euh, et de saluer les cinq auteurs, autrices qui ont été choisis pour ce prix. En même temps, je ne dis pas que le meilleur gagne, parce qu'apparemment, je ne vous ai pas tous lus, mais tous les livres sont bons. En tout cas, celui d'Amina est magnifique. Et je vais vous suivre sur un autre appareil pour laisser Amina au centre de l'écran. Parfait, merci beaucoup en tout cas. En tout cas, oui, c'est vrai, cette fois-ci, ce ne sont que des femmes. Cinq Et finalistes femmes. Je sais pas, c'est moi depuis que je présente les rencontres numériques pour le prix Orange, c'est la première fois que je n'ai que 5 femmes. Plus, messieurs, je ne vous oublie pas. Alors, j'ai une question collégiale pour vous, mesdames. C'est quel message ou quelle réflexion espérez-vous que les lecteurs retiennent de votre roman finaliste? Qui est Miss? Primo-romancière. Pouvez-vous démarrer en répondant en premier? Bon courage, Philippe. Bon, oui, merci. Je ne m'attendais pas à être la première, mais bon, c'est pas grave, c'est très bien. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de pouvoir présenter mon livre et d'être parmi, pardon, excusez-moi, et d'être parmi une si belle sélection. Je suis enchantée. Moi, je crois que ce que j'aimerais que les gens retiennent de Héros Fleurir, c'est notre capacité à créer et à produire d'autres chemins, même quand ils paraissent très loin. Je pense que j'en parlerai un petit peu davantage. Héros Fleurir, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Andoun, qui est née au Cameroun dans les années 50. Et Andoun est très, très arrogante. Andoun est convaincue que sa place n'est pas dans le village de Nyokon, où elle grandit avec ses parents. Elle est convaincue qu'elle va voir d'autres champs, d'autres lieux, d'autres fleurs. Et, ce que j'ai dit, ce que je disais d'ailleurs quand je présentais le livre, et ça fait beaucoup rire mon éditeur, c'est que Andoun est très arrogante et je trouve son arrogance très réjouissante. Donc, pourquoi je la trouve réjouissante? Parce qu'en fait, ça paraît très très loin en fait. J'en parlerai davantage de toutes ces aventures, de ce qu'elle traverse, passe par une grossesse imprévue, elle est censée aller à l'école, elle n'y va pas.
Enfin voilà, elle est confrontée aussi à une société qui l'imagine plutôt dans un chemin. C'est pas forcément qu'elle veut la maintenir, mais qui l'imagine dans un chemin à peu près déterminé. Et elle est sûre de ses rêves. Elle est très téméraire. Et donc voilà, ce personnage, il a été assez difficile, mais en même temps très réjouissant à écrire. Et ce que j'avais voilà, envie de montrer, c'était cette capacité à créer des autres mondes, des autres univers et à s'y tenir, en fait, même quand la nuit est profonde. Et je crois que j'avais besoin un petit peu d'utopie, j'avais besoin de rêve, j'avais besoin de foi, et je crois que ça parle beaucoup de rêve, utopie et foi. J'avais besoin de joie, et du coup, je crois que c'est ça le rôle de l'écrivain ou l'écrivaine, c'est de créer les choses dont on a besoin. Voilà. Gaëlle, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne? Alors, euh, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est pas tellement le message que je transmets, c'est la réflexion que ça soulève chez chaque lecteur, chaque lectrice. Et la réflexion là qui est centrale, c'est celle de la valeur, c'est-à-dire que dans tout ce qui existe, il y a une classification entre ce qui a de la valeur et ce qui n'en a pas. C'est un peu le sujet, c'est ça le sujet du livre à travers une situation précise, personnelle et une narration. Et ce qui m'intéresse, c'est que le lecteur et la lectrice portent une attention nouvelle sur tout ce qui se trouve sur leur chemin. Et, et voilà, et ce qui m'intéresse, c'est que les gens se posent la question de la valeur sans être enfermés dans les systèmes de valeurs qui existent déjà et qui ne sont pas les leurs. Sophie, on va enchaîner à droite. Oui, je trouvais ça vraiment intéressant ce que tu disais, Kémis. Parce qu'en effet, c'est le pouvoir de l'écrivain, c'est pouvoir créer les mondes qu'il imagine et de créer. Moi, ce que j'aimerais. Enfin, en effet, on n'a pas de message. Enfin, je pense qu'écrire un livre pour passer un message, enfin, écrire un roman pour passer un message, à mon avis, c'est la certitude de se planter. Par contre, écrire un roman pour émouvoir les gens, pour leur donner le plaisir de la lecture avec tout ce que ça apporte comme enrichissement personnel, comme émotion. Et quand je dis émotion, j'ai aussi émotion littéraire, dans le sens, moi j'écris pour émouvoir les gens, mais je participe à l'art du roman dans mon pays aussi, parce que je considère très bêtement que ça... En fait, c'est un art, le roman, qui mérite d'être continué. Et parce qu'il donne du plaisir, parce qu'il fait partie de la richesse artistique. Et donc, avec ce roman-là, avec Fantastique Histoire d'amour, j'ai vraiment assumé par rapport à c'est mon 7e roman, le côté plaisir de la narration, tout ça. Et c'est fait pour être dévoré, hein, vraiment, il est fait pour être dévoré. Mais moi, il y a la question de la rencontre qui se joue, c'est-à-dire comment être tout seul, comment être avec les autres. En fait, c'est deux personnages solitaires qui vont finir par se rencontrer. Mais au fond, moi, le plaisir le plus important, c'est que les gens croient à cette capacité qu'on a en ouvrant un livre à plonger dans un autre monde, enfin, dans des personnages qui ne sont pas justement nous-mêmes et qui nous permettent voilà, de vivre ce monde avec un intermédiaire fictionnel, en fait. Je trouve que c'est une puissance, en fait, de l'imaginaire qui est pour moi une grande richesse à cultiver, quoi. Amina? Oui, alors moi je crois que s'il y a une chose que je voudrais qu'on retienne après avoir refermé Bientôt les vivants, c'est que même dans des périodes extrêmement sombres, même dans des périodes extrêmement mortifères comme l'a été la décennie noire algérienne, donc les années 90, durant lesquelles après la victoire des islamistes à des élections et l'annulation de ces élections par le pouvoir, le pays a sombré dans une vague, une décennie de violence, de terrorisme absolument terrible. On compte entre 100 000 et 200 000 morts. Et bien que même dans ces contextes, on peut se construire, même quand on est enfant, même quand on est jeune, et se construire de manière positive, de manière libre, de manière lumineuse. Et puisque l'art du roman vient d'être abordé, je pense en effet que l'art et la littérature contribuent à dessiner ces chemins de lumière. Marianne?
Oui, alors moi je raconte une histoire qui s'est passée il y a presque 2000 ans, euh, mais qui dans le fond a, me semble-t-il, plein de résonance avec le monde actuel. Enfin, si c'était juste une histoire d'il y a 2000 ans, je n'aurais pas eu envie de la raconter. C'est l'histoire d'un homme sage, honnête, courageux, épris de vertu, désirant le bien commun, qui se confronte au pouvoir, qui se confronte à la nécessité de l'action et qui va mener un combat à l'intérieur du pouvoir pour essayer de faire exister son idéal politique, qui est un idéal de justice, qui est un idéal de paix dans l'Empire romain. Et malheureusement pour lui, donc cet homme-là, c'est un philosophe, c'est le grand philosophe romain Sénèque. Malheureusement pour lui, je dirais qu'en fait, les conditions ne sont pas réunies pour qu'il mette son idéal en pratique. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'un grand philosophe précepteur d'un jeune prince plein de talent et d'avenir, c'est un miracle, c'est une immense chance pour l'Empire. Mais il y a plein de mais. Les circonstances ne sont pas favorables. La mère du jeune prince est une furie avide et impitoyable. Le jeune prince lui-même tombe progressivement le masque et se révèle être un homme en proie à des pulsions très destructrices, à la cruauté. Et Sénèque donc se confronte très courageusement à la nécessité d'essayer d'agir pour le bien public sans avoir aucunement la certitude d'y parvenir. Et même en payant ça très cher à la fin. Moi, j'ai lu vos livres à la suite. Je me suis dit, quel est le point commun entre ces 5 romans? Finalement, il y a 2 grandes thématiques qui me sont arrivées. C'est la vérité et la liberté. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, si vous êtes lu, si voilà. Moi, je voudrais qu'on aille du côté de Gaël. Gaël, est-ce que vous pouvez nous résumer, vous en avez parlé, en 1 minute, votre livre? Alors, c'est l'histoire d'une rencontre entre une narratrice. En fait, je vais dire tout de suite, il y a pas de fiction dans le livre. C'est moi qui sors de chez moi et qui tombe sur un petit tas d'ordures. Et comme on en croise tout le temps dans les rues des villes, enfin à Paris en tout cas, et celui-ci attire mon attention particulièrement au point que je décide de le ramasser, de l'emporter chez moi parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de vivant. Enfin, il a quelque chose de vivant. Et je suis extrêmement émue par sa présence. Mais ce qui est particulier, c'est que à ce moment-là, j'étais en train de déménager et je faisais un tri entre les choses que je garde, voire que j'archive, et des choses que je mets à la poubelle. Et donc, c'est dans un espace qui était quasiment vide, vidé de mes propres affaires, que ce petit tas d'ordures prend place. C'est-à-dire que je m'aperçois que ce sont les déchets, enfin les traces matérielles d'une vie que je vais dans la deuxième partie du livre. C'est un livre en gros en 2 parties. La première partie raconte une rencontre et c'est une banale histoire au fond. Et la deuxième partie du livre c'est une sorte d'inventaire ce petit tas d'ordures et c'est une manière de faire connaissance avec la personne très mystérieuse qui est derrière ça. Alors, en quoi les objets personnels peuvent-ils servir de miroir à notre propre existence et à nous aider à déterminer leur valeur? Ben, tout dépend du contexte, tout dépend de l'époque. La valeur n'est pas quelque chose d'absolu, c'est relatif, ça dépend vraiment des circonstances, ça dépend de... enfin,
on voit bien avec nos propres affaires qu'il y a des choses qui nous suivent pendant des décennies et d'autres qui sont abandonnées en cours de route parce elles ne font pas sens. Ou du moins, si c'est pas une question de sens, elles ne suscitent plus rien. Elles, elles ne dépassent pas leurs conditions d'objet ou de document. Et pour répondre à votre question, je pense que plus précisément, je pense que ça tient à l'investissement, à l'investissement sentimental euh, qu'on accorde aux choses qui nous entourent, qu'elles soient les nôtres ou les choses qui appartiennent à des inconnus et dont on a besoin, pour une raison mystérieuse, de s'emparer à un moment ou à un autre. Il a été compliqué à écrire ce livre? Non, ça n'a pas été compliqué du tout. Je l'ai écrit assez rapidement avec une espèce de fièvre. C'était même un peu bizarre. Oui, on a l'impression que c'est une nécessité pour vous d'aller jusqu'au bout. Vous prenez ce petit tas, vous trouvez votre Charonne, et puis on a l'impression que vous avez trouvé un trésor. Bah, c'est un véritable trésor, puisque vous allez analyser tous les petits objets qu'il y a à l'intérieur. Mais comment on travaille sur un petit tas d'ordures? Non, mais j'ai vraiment fait comme si j'étais une archiviste, ce que je ne suis pas avec mes propres affaires, parce que j'ai tendance à me débarrasser très facilement. Mais avec les affaires de quelqu'un d'autre que je ne connais pas, j'étais très méticuleuse. J'étais comme une archiviste, comme une enquêtrice. J'ai tout nettoyé, j'ai tout classé, j'ai tout décrit et j'ai essayé de savoir. Enfin, c'est-à-dire que au départ, quand j'ai vu ce tas d'ordures par terre, j'ai eu un élan vers ça qui était vraiment enfin, et qui était déterminé par son esthétique, c'est-à-dire ses couleurs, son agencement, mais je ne savais pas du tout ce qu'il constituait. Ensuite, ce sont les informations et les mystères que j'ai découverts là-dedans qui m'ont troublée. Et puis, dans la seconde partie du livre, enfin, il y a deux parties parce que la première partie du livre est plutôt une partie érotique dans un sens large, c'est-à-dire que je parle de mon attirance, du désir d'être avec ce tas d'ordures. Ensuite, plus je le connais, euh, euh, plus son caractère de déchet m'apparaît, et il devient même un peu répugnant, politiquement d'ailleurs. Mais je me suis dit que peut-être que ce qui avait de très intéressant dans cette trouvaille, dans cette rencontre, c'était d'accueillir ce petit tas d'ordures vraiment intégralement, en accueillant aussi le mal, enfin, ce qui est pour moi de l'ordre du mal, son côté répugnant aussi de vivre avec ça. Donc c'est à la fois comment dire, par un rapport, je sais pas, d'attirance, un rapport esthétique et superficiel et en même temps pas superficiel parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Et ensuite, en le déconstruisant, euh, la répugnance apparaît. Mais je lui garde son nom de petit tas d'ordures parce que c'est une façon de le personnifier et de le rendre attachant à tout lecteur et toute lectrice. Alors, amis lecteurs, je vous engage à aller lire ce livre qui est intriguant, qui est magnétique quelque part, qui est aussi à la fois un récit intime et qu'on peut s'approprier nous-mêmes. Donc, allez lire Sans valeur, qui est sorti aux éditions Bayard. Je voudrais qu'on aille du côté de Sophie Divry, qui nous a écrit un roman mais énorme sur une histoire improbable, une rencontre improbable. Alors, est-ce que vous pouvez nous le résumer très rapidement et me dire comment est née cette rencontre improbable de ces deux personnages? Rapidement, c'est difficile parce que c'est un peu un gâteau napolitain à plusieurs couches, donc il y a pas mal de niveaux. Moi, je voulais écrire une histoire d'amour. Donc, c'est l'histoire entre Bastien, ça se passe à Lyon aujourd'hui. C'est l'histoire entre Bastien, qui est inspecteur du travail,
et Maya, qui est une journaliste scientifique. Ça commence avec un accident du travail dans une compacteuse hydraulique où Bastien va être chargé de l'enquête parce qu'un un inspecteur du travail, c'est chargé d'enquête en fait dès qu'il y a des accidents ou des abus. Et en fait, dans cette compacteuse hydraulique, qui est un personnage très original pour un roman, il y a un matériau qui s'est échappé dans le laboratoire, quoi. Et du coup, ce matériau sur lequel Maya travaille va être le lien entre Bastien et Maya. Et donc, c'est à la fois un roman d'aventure, une enquête scientifique et policière, et bien sûr, par-dessus tout ça, une histoire d'amour entre deux personnages qui ont chacun leurs failles. Et voilà, Bastien, lui, il aimerait bien qu'on l'aime, mais il est un peu mélancolique, un peu alcoolique, vaguement catholique aussi. Et Maya, qui est plutôt en mode Tinder, ouais, rien à foutre, je suis toute seule, je m'occupe déjà de mon père, je vais pas me mettre un mec sur les épaules. Et voilà, et donc ça s'est pris sous le mode du feuilleton, sous le mode, en effet, du roman populaire assez classique. Moi, je voulais vraiment m'amuser à aller jusqu'au bout de mon délire des codes de la narration, quand même, si j'ai toujours été là-dedans. Donc, il y a quelque chose d'assez euh, oui, d'assez addictif dans le bouquin, quoi. Enfin, c'était vraiment le but. J'ai fait des choses des fois plus perchées. Là, c'était vraiment le but de faire un roman populaire sous le mode du feuilleton. Tout à fait. Alors pourquoi avoir choisi, quand c'est Bastien qui parle, c'est la première personne, et quand c'est Maya, c'est la troisième? Pourquoi ce processus? Bah déjà parce que je voulais que les gens se repèrent dans le bouquin s'ils l'ouvrent au hasard, et parce que la voix de Bastien m'est apparue comme une rumination un petit peu intérieure très forte. Enfin, moi j'adore le personnage de Bastien, c'est lui qui m'a motivé pour écrire le livre. Et Maya, j'ai eu plus de mal, peut-être que c'est la trace de ça aussi, j'ai eu plus de mal à l'approcher. J'ai changé 2 fois son prénom, 3 fois son métier. Je crois que je me dise, ah oui, là, ça match avec Bastien. Et elle est aussi un peu plus. Elle est un peu plus froide au premier abord. Et du coup, ça lui correspond bien de le dire en elle. Mais on est quand même dans leur tête à tous les deux. Voilà. Et puis, ça fait une variation littéraire, tout simplement. Pour le lecteur, c'est plus plaisant. C'est comme, vous savez, un gros roman, c'est comme une sonate. Ou un quatuor de musique, il y a des passages, mais il faut des fois faire passer le violon, puis après le violoncelle. Il ne faut pas que tout soit au même niveau tout le temps. Il faut du rapide, il faut du lent. Enfin, c'est comme l'orchestre, ce genre de gros romans comme ça, quoi. On sent que vous êtes amusé et que vous nous baladez, hein, vous baladez le lecteur, hein, par moment, on se dit, mais où elle va en venir cette- Je voulais dire, je me balade déjà un petit peu physiquement, parce que ça se passe essentiellement à Lyon au début, mais après on va à la Cambrousse, il se passe beaucoup de choses. Donc à un moment donné, Bastien est un peu fatigué, donc il va se reposer à la Cambrousse, c'est l'hiver. Et puis on va en Allemagne, on va aussi à Genève, au CERN. Donc moi je me suis un peu baladée, même si j'ai mis 6 mois pour avoir le droit de rentrer 2 heures au CERN par ailleurs. Qui est allée, donc. Et puis après, oui, il y a un peu, il y a beaucoup de scènes, beaucoup de variétés. En fait, j'ai mis aussi dans tout, je l'ai écrit pendant 2 ans et demi, et c'était encore les années Covid quand j'ai commencé, parce que vous disiez que vous avez lancé votre émission pendant la pandémie, donc ça me dit quelque chose. Euh, et c'est vrai que j'ai mis dans le bouquin toute la vie qu'on ne pouvait pas avoir à l'époque, des fêtes, des rencontres, des conversations entre amis. Enfin, il y a quelque chose, j'ai voulu mettre beaucoup de vie, voilà. Donc il est assez varié, il y a beaucoup de scènes, beaucoup de variétés. Est-ce qu'on peut dire que c'est un roman social? Ça commence avec quelque chose que moi est important pour moi quand je crée les personnages. J'ai besoin de savoir quel est leur métier, où est-ce qu'ils habitent, combien ils gagnent. Enfin, moi, j'ai toujours du mal avec la littérature où les choses sont un petit peu, ouais, on sait pas trop pourquoi. Enfin, on sait pas trop socialement où ils se situent. Je trouve qu'en vrai, les personnages sont pas. Enfin, on est dans une société qui quand même avec beaucoup de détermination, beaucoup de contraintes matérielles. Et j'aime pas ouvrir un bouquin et que j'aime bien m'évader. En même temps, je trouve ça bien d'en parler ou d'en faire en sort. Et donc, du coup, avec ces deux métiers, je pense j'avais quelque chose à régler sur les métiers, parce que comme beaucoup d'écrivains, on a un métier sans avoir un métier. Donc, ça, c'est un traumatisme personnel qu'on partage, je pense, toutes les 5. Qu'est-ce que le travail pour nous? Et en fait, quand j'ai trouvé le métier d'inspecteur du travail, je trouve que c'est un métier en fait qui est pour un romancier, c'est une mine d'or parce qu'en fait, c'est pas un flic et en même temps, il peut aller partout dans toutes les entreprises, mettre son nez partout et il doit faire quand même une enquête. Et c'est un métier qui est très peu connu parce que c'est des bas fonctionnaires, comme on dit, ils sont pas très reconnus, ils emmerdent tout le monde et en même temps, ils sont très libres. Et donc, du coup, au début, ça commence comme un roman social. Mais le piège, c'est qu'en fait, bah, voilà, il y a des couches du gâteau qui se mettent en place et on passe d'un registre à l'autre. Il y a un côté aussi mélange des genres, parce que voilà. Mais ça commence en effet un peu comme un roman social, mais c'est un petit peu un piège. Et il vous a amené là où vous vouliez pas aller au départ, ce roman, ou vous l'avez suivi? Euh,
Dis donc, il n'a pas voulu aller là où moi je voulais. En fait, je voulais faire un roman fantastique. Je voulais faire un truc. J'étais aussi influencée par Murakami, que je faisais vraiment un grand auteur. Bah, dans la série, je fiction à fond. Enfin, quitte à faire de la fiction. Alors Murakami, c'est vraiment la ultra dose. Parce que j'ai deux papas. Enfin, j'ai Murakami et j'ai Annie Ernaux comme grosse référence. C'est tout à fait ça. Mais mais je voulais faire un roman fantastique, d'où le titre aussi, Fantastique Histoire d'amour. Et j'y suis pas arrivée parce que j'ai commencé trop. J'ai commencé social en fait. Et du coup, si je commençais à partir après dans le monde des morts ou les zombies ou je sais pas quoi, enfin, ça allait plus quoi. Il y avait une rupture de ton quoi, comme si on mettait une trompette au milieu d'un quatuor à cordes pour filer la métaphore. Mais c'est pas grave, je ferai un roman fantastique plus tard ou j'en ferai pas. Du coup, au contraire, j'ai écrit un roman policier alors que vraiment jamais de ma vie je pensais que j'écrirais un roman policier. Moi, l'histoire de flics, tout ça, ça m'intéresse pas. Mais du coup, il y a un flic et un procureur qui se promènent parce qu'il y a une enquête, mais il y a beaucoup d'ellipses et je fais confiance au lecteur pour comprendre l'enquête et que moi, je puisse me charger vraiment de ce qui m'intéressait le plus, c'est comment les personnages arrivent à se rencontrer. Comment peut-on encore se rencontrer? Où est l'amour dans notre société, quoi? C'est ça la question, moi, la question psychologique, la question émotionnelle, la question qui tend le bouquin, voilà, et sur laquelle je me suis laissé guider tout le long des années où je l'ai écrit. Bon, allez-y, parce que c'est un véritable page turner. On a envie de savoir comment ça va se passer, comment ils vont se trouver à la fin. On ne vous en dit pas plus, mais allez lire Fantastique Histoire d'amour paru au Seuil. Là, je vais vous emmener en 65 après Jésus-Christ. On va retrouver Marianne Jéglet. Est-ce que vous pouvez nous résumer l'ami du prince? Et qui est l'ami du prince? Alors, l'ami du prince, c'est Sénèque, bien évidemment. C'est un titre que lui décerne celui qui a été son élève, dont il a été le précepteur, le conseiller privé et puis, pour finir, une figure paternelle, on va dire. Donc, l'empereur Néron. Le roman donc s'ouvre en 65, au moment où des soldats en armes entrent dans la villa de Sénèque et ils lui apportent un ordre de mort de l'empereur. Sénèque doit se donner la mort le jour même. Mais comme il est bien vu à Rome, comme il a la réputation d'être un homme vertueux, celui qui commande la troupe de soldats lui fait une faveur et lui donne quelques heures pour mettre ses affaires en ordre. Et Sénèque va profiter de ces quelques heures de répit, non pas pour mettre ses affaires en ordre parce qu'elles le sont déjà, mais pour écrire une dernière lettre à son ami Lucilius, dans laquelle il va lui raconter comment on en est arrivé là, c'est-à-dire comment, alors qu'il était le précepteur d'un jeune garçon, 15 années plus tard, il reçoit de ce jeune garçon devenu empereur un ordre de mort, alors que lui-même, à ce moment-là, a quitté le pouvoir, vit tout seul dans sa villa, n'embête personne, est retiré de la vie politique. Voilà, pourquoi est-ce que l'empereur veut sa mort et comment est-ce qu'on en est arrivé là? Ça, c'est ce que raconte le livre. Donc, une relation entre un philosophe et son élève. Mais en fait, ce que le roman raconte principalement, me semble-t-il, ce sont les leçons que Néron donne à celui qui a été son précepteur et puis qui l'a guidé dans ses premiers pas de la carrière politique. Alors, Voilà, ce sont des leçons très dures et très cruelles en retour des bons conseils que Sénèque lui a donnés pendant une douzaine d'années au moins. c'est vrai qu'il est très actuel sur les thématiques. Votre roman, on a l'impression que c'est un miroir de 2024, hein, quelque part, avec aussi la violence qu'on subit. Et je me suis demandé, mais comment, en 2024, on a envie d'écrire un livre qui se passe 65 ans après Jésus-Christ? Marianne, Alors, comment alors, vous est venue cette histoire? alors, moi non plus, je ne savais pas que j'allais écrire un livre sur Sénèque et Néron. Franchement, enfin, je n'imaginais pas ça. Je dirais qu'en fait, il y a deux choses. La première, bon, je passe rapidement dessus. En fait, je suis mariée à un Romain et un Italien de Rome. Et il faut savoir, je le dis, s'il y a des gens qui envisagent d'épouser un Italien dans le public, quand on est marié à un Italien, fini les vacances à la Baule, fini les randonnées en Ardèche, fini les voyages en Norvège, vous n'allez plus qu'à un seul endroit en vacances, vous allez chez Mam, à Noël, à Pâques, à la Trinité,
au mois d'août, et ça chaque année. Donc voilà, moi pendant un certain nombre d'années, je me suis fait des vacances à Rome. Je suis d'accord Il y a que pire. il y a pire. Ouais, Je c'est suis sympa, d'accord. Rome, j'allais dire. Je suis d'accord, mais chez ma belle-mère. Oui, ça, Voilà. c'est moins sympa, ça. Et puis 1 année, 2 années, 3 années. Donc Bah, pour j'espère qu'elle est échapper, sympa. elle est très très sympa. Elle était Ça fait des charmante. bonnes pattes, selon. Elle était adorable. Elle était adorable, mais quand même, j'en avais marre. Et donc, pour échapper à ça, qu'est-ce que je faisais? Je visitais Rome dans tous les sens. Le Palatin, le Janicule, le Forum, Ostie antique, la Villa d'Est, tous les thermes, le Colisée, tout. Je visitais tout. Et d'une certaine manière, je pense que ça a sédimenté quelque chose en moi. Je pense que l'histoire romaine, je me la suis appropriée sans m'en rendre compte. Ça, c'est la première chose. Et d'autre part, quand même, j'ai toujours été fascinée par ce personnage d'empereur qui se prend pour un artiste. Hein. On en connaît d'autres avec une moustache. Je ne citerai pas le nom. Et voilà, ces personnages-là qui sont des tyrans sanguinaires et qui en même temps ont rêvé d'art à un moment donné. Et Néron rêve d'art, Néron joue de la lyre, il chante, il fait un régime incroyable pour sa voix, il joue la comédie, il veut être reconnu comme un artiste. Tout son effort, c'est d'avoir du succès et d'être applaudi, alors que en réalité, il n'a pas tellement de talent. Et voilà. Et en fait, j'ai une fois de plus lu à l'automne 2021 une biographie de Néron. Et puis après l'avoir lu, je me suis dit non mais c'est pas possible, Marianne, tu ne peux pas écrire un livre sur ce type. Il y a des meurtres, il y a des jeux du cirque, il y a des empoisonnements, c'est colossal, c'est l'Empire romain. Je me suis dit tu peux pas écrire ce livre-là. J'ai rendu le livre à la bibliothèque et je suis allée buller tranquillement en terrasse de mon bar préféré. Et à un moment donné, j'ai écrit 2 phrases dans mon cahier. J'ai écrit: «Évidemment, ma responsabilité est immense. Je me désole à la pensée d'être celui qui avait tout pour réussir et qui a échoué». J'ai regardé ces phrases, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ces phrases?» Et en fait, je me suis rendu compte, c'était Sénèque qui parlait. Et je me suis alors j'ai un peu ouvert le robinet, j'ai essayé de voir s'il continuait à parler au-delà des 2 phrases et il y avait plein de choses à dire et j'ai compris qu'en fait, mon sujet c'était pas ce personnage démesuré qu'est Néron, qui est un psychopathe, qui ne tient dans aucune catégorie. Enfin, mon personnage, c'était un homme normal face à la démesure d'un psychopathe, d'un tyran sanguinaire, un homme qui essaye de le ramener sur la voie du bien et qui, ce faisant, prend le risque de cette confrontation avec le mal. Et à partir de là, le livre, il est venu tout seul, je vais dire. Voilà. Il est parfait, votre livre. Finalement, heureusement que vous allez à Rome, j'ai envie de dire. Remercie votre belle-mère. Merci la belle-mère. Pas Donc, trop quand même. Hein. il y a de la philosophie, il y a un peu de cruauté, il y a tout ce qui est la transmission, il y a le pouvoir, il y a l'emprise, il y a tous ces sujets-là. C'est passionnant. Maintenant, on va partir au Cameroun avec notre primo-romancière qui est Miss pour son livre Et refleurir. Alors, tout à l'heure, vous nous avez donné les grandes lignes. Votre personnage principal, Andoun, qui devient Anne-Marie quand elle arrive à Paris. Là aussi, pareil. Moi, ce qui m'a interpellée dans votre livre, c'est que vous arrivez à faire de la cuisine un personnage, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Il est très très dans le sensitif, un peu comme le livre d'Amina. On ressent les odeurs, on a les bruits, on a tout. Est-ce que c'est vertigineux d'être édité pour la première fois et d'être dans le grand bain littéraire Alors, c'est évident que d'être parmi autant d'autrices dont je lisais d'ailleurs un des livres, donc c'est vrai que c'est assez glorifiant. Après, c'est vrai que moi, ce qui m'a paru vertigineux, c'est qu'en fait, le personnage d'Andoun, il faut savoir qu'il est inspiré directement de celui de ma grand-mère, qui est encore en vie. Et ma grand-mère a cette caractéristique, comme Andoun d'ailleurs, un petit peu, surtout Anne-Marie, elle est assez autoritaire. Je ne crois pas que l'autoritarisme et l'art, ça fasse bon ménage. Donc, c'est vrai que la création du livre a été, je dirais, intéressante, au-delà du fait d'être édité. Je crois que c'est
j'ai été éditée précédemment, mais c'est vrai que c'est mon premier roman. Et c'est vrai que c'était vraiment un roman que j'avais envie d'écrire. Et je pense qu'il ne faudrait pas que je le dise, mais c'est pas grave, je vais le dire quand même. C'était un roman que j'avais envie d'écrire de manière très égoïste. Un roman que j'avais besoin d'écrire parce que c'était un moment où j'avais très peur, parce qu'il y avait beaucoup de changements dans ma vie. Je me suis rendu compte que moi et beaucoup d'autres, quand on a très peur, on a besoin de mythes. On a besoin de mythologie, on a besoin de récits et on a besoin de berceuses pour faire sens des changements. Et donc, comme j'ai la chance de pouvoir écrire et que j'écris mes rêves depuis que je suis toute petite, je me suis dit, eh bien, Kémis, c'est le moment de continuer à écrire tes berceuses. Et donc, j'ai voulu écrire sur un personnage un peu mythique qui est donc celui d'Andoun. Sauf que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un personnage qui est inspiré de ma grand-mère. J'ai la croyance que l'extraordinaire peut être à côté. Je crois que Gaëlle parlait justement de cette rencontre avec ce tas d'ordures, ça m'a beaucoup plu. Ou encore même quand Sophie parle de cette histoire d'amour, ça m'a aussi beaucoup plu parce que je trouve que en fait, la beauté, elle est à côté, en fait. Le mythe est à côté, les épopées résident dans, je sais pas, les voisins qu'on a dans le métro, les personnes qu'on voit qui apparaissent entre nos fenêtres. Et puis moi, c'était ma grand-mère. Voilà. Oui, voilà, c'est ce que je peux dire sur Hérofleurir. Qui vient voilà, de ce désir, quand on se noie, parfois on a besoin de bouée. Et donc, du coup, j'ai aussi écrit ma propre bouée, mon propre mythe. Elle l'a Voilà. lu avec sa mère, j'imagine, et elle en a pensé quoi? Alors, je pense que je pourrais faire toute une émission sur ce qui s'est passé après la publication, parce que c'est vraiment de l'ordre de la magie. Hein. Pour les personnes qui ne croient pas, je comprends, mais c'est assez particulier ce qui s'est passé. Je crois que ma grand-mère, contrairement à ma mère, elle n'était pas forcément proche de l'objet libre. Ma mère a des énormes bibliothèques, elle m'a vraiment donné le goût de la lecture et ensuite le goût de l'écriture, mais ma grand-mère, c'est un objet qui était un peu plus lointain pour elle, et parce qu'il fallait protéger le processus créatif, je l'ai laissé un peu loin. Je l'entendais, je l'écoutais beaucoup, j'écrivais de la poésie, parce que dans Hérofleurir, il y a de la poésie. Et je pourrais en parler aussi. Mais c'est vrai que je ne voulais pas qu'elle soit là pendant que j'écrive, parce que sinon je me suis dit non, mais c'est pas possible, je vais jamais arriver jusqu'au bout en fait. Enfin, voilà. Elle va me faire des commentaires à chaque page, donc non. Les éditeurs sont déjà là pour ça, voilà, c'est suffisant. Mais par contre, ensuite, on a lu des extraits. Et je crois qu'à force de lecture que j'ai faite avec ma mère, que j'ai faite seule, elle a réalisé en fait qu'elle était elle était l'héroïne d'un livre. Alors, évidemment, ma grand-mère m'a dit, si vous avez des grand-mères ou des grands-parents avec qui vous entendez bien, peut-être que vous avez déjà entendu cette phrase, ah mais non, mais tu n'as pas raconté cette histoire. Donc, je lui ai dit, non, mais mamie, je ne peux pas tout raconter. Voilà. Mais par contre, je crois que ça l'a vraiment touché. Et ce qui l'a beaucoup touché aussi, c'est la rencontre avec des lecteurs, des personnes qui avaient lu le livre. Et sans tout révéler, Andoun était convaincue qu'elle était spéciale. Et l'écriture du livre ne fait que renforcer chez le personnage qui inspire Andoun qu'elle est spéciale. Et ça, je pense que c'est quelque chose c'est inestimable. Je pense que c'est inestimable de voir justement ce personnage-là se considérer comme être spécial et se sentir validé dans sa conviction. Voilà. Et puis voilà, donc il y a eu beaucoup de joie, beaucoup de réjouissance autour du livre, il y a eu beaucoup de rencontres, de personnes qui sont venues aussi beaucoup me dire que ce livre leur donnait envie d'écrire sur leurs grands-parents. Et donc, je pense que si je peux donner un conseil, personne ne me demande mon avis, mais je le dis quand même, essayez d'enregistrer vos grands-parents, les garder. En tout cas, si vous avez envie de garder quelque chose d'eux, je pense que ça aide, parce que je sais que l'histoire d'Andoun, maintenant, elle est immortelle. C'est ça la beauté de la littérature. C'est que ça rend immortel les gens. C'est pas pour rien que 2000 ans après, on parle de Sénèque. Donc, c'est le pouvoir des mots. Et je crois que je suis ravie de pouvoir
avoir rendu immortelle l'histoire d'Andoun. Mm. Alors, allez à la rencontre de Kiemis, allez lire Et refleurir, paru aux éditions Philippe Ray. Il y a de la poésie, il y a une belle histoire, on voyage, c'est magnifique. Alors maintenant, on va partir aussi dans un beau pays qui est l'Algérie avec Amina Damerji pour Bientôt les Vivants, paru aux éditions Gallimard. Allez, les grandes lignes de ce roman. Magnifique. Alors, dans les grandes lignes, Bientôt les Vivants raconte l'histoire d'une famille, et plus particulièrement de la toute jeune fille de cette famille, Selma, qu'on suit de la sortie de l'enfance jusqu'au début de l'âge adulte, à travers la décennie noire algérienne que j'évoquais tout à l'heure. Donc, ce sont les années 90 algériennes et cette période de très grande violence, de terrorisme, de massacres. Voilà, on compte, on n'a pas les chiffres exacts, mais entre 100 000 et 200 000 morts. Mais le parti pris de Bientôt les Vivants n'est pas d'aborder cette période par sa violence paroxystique, les massacres par lesquels on entendait parler dans les journaux de la décennie noire, mais vraiment par la vie ordinaire. La vie ordinaire des Algériens et des Algériennes qui non pas survivaient, mais continuaient à vivre, parce que moi, je crois vraiment que ce qui m'a rendue très admirative des adultes qui m'entouraient, je dis des adultes parce que nous avons quitté, nous nous sommes exilés, ma fille et moi, en 1994, donc en pleine décennie noire, et moi j'avais 7 ans. Et ce qui m'a, au fur et à mesure que je grandissais, rendu très admirative des adultes qui m'entouraient, c'était leur capacité à, pendant ces années de violence, à continuer à mener des études, avoir des projets professionnels, des histoires d'amour, de désamour, de déception amicale, à faire pousser leurs plantes, enfin vraiment la vie qui était sans cesse évidemment percutée par la guerre, mais qui ne s'y résumait pas, voilà, qui ne s'y arrêtait pas et qui la traversait. Et c'est ça, c'était quand j'ai entrepris l'écriture de Bientôt les Vivants, je savais que c'était par cette entrée-là, celle de la vie, que je voulais commencer. Alors, il est question d'émancipation, de violence, de liberté, de vérité. Alors, il y a un parallèle entre la violence qui monte et l'émancipation de Selma. Alors, Selma, elle a une particularité, c'est qu'elle a une relation avec un cheval. Il y a Shaitan, qui est un pur sang arabe, si je ne me trompe pas, c'est ça, hein? Oh, il a un peu de sang mêlé, hein. Il n'est pas si pur que ça, Shaitan. Il porte, il porte bien son nom. Mm. Donc, il y a dans votre livre, il y a une magnifique relation justement entre cette jeune fille et ce cheval qui apprend beaucoup. Moi, je voulais savoir si, est-ce que pour vous, la nature est un véritable antidote à la violence des hommes? Antidote, je sais pas, mais ce qui est certain, c'est que le fait d'avoir, au tout début, avant même d'écrire les premières lignes, je savais que le roman tournerait autour de cette forêt, qui est la forêt de Baïnem, et qui est un lieu extrêmement important d'abord pour les Algérois, puisque c'est une forêt qui surplombe la baie d'Alger, et où tous les Algérois allaient, et nous, ma famille aussi, pendant les week-ends. Et puis très important pour moi, parce que c'est mon premier souvenir de la guerre, ce moment où ma mère vraiment me dit, ce week-end, nous ne pourrons pas aller à Baïnem, les terroristes ont envahi la forêt. Et c'est vrai qu'avant d'être un refuge pour d'autres personnes, cette forêt est devenue un refuge de terroristes. Et le centre équestre où monte Selma et qui a réellement existé et qui est au cœur de cette forêt, enfin, les chevaux ont dû quitter les box et les terroristes se sont enfermés. Il y a même encore aujourd'hui, hein, le centre équestre est désaffecté. On voit les graffitis, les échanges de tirs, etc. Et ce qui est certain, c'est que à travers, enfin, placer cette histoire dans une forêt, autour d'un rapport aux animaux, parce qu'il y a les chevaux, mais il n'y a pas seulement des chevaux, il y a aussi une girafe, un chat très important, des oiseaux, etc. C'est quelque part écrire et montrer que quand la violence est là, quand elle ne touche pas, elle ne se passe pas qu'entre les hommes, elle touche absolument tout le vivant, d'où le titre aussi, hein, Bientôt les Vivants. Et que donc tout est ravagé par cette violence, que ce soit le rapport aux animaux, le rapport même aux arbres, hein, qui ont ensuite été rasés. Voilà, je crois que c'était important pour moi de l'écrire. Et alors, comment la relation entre Selma et son cheval symbolise-t-elle une forme de résistance et de liberté face aux bouleversements politiques et sociaux que l'Algérie connaît durant ces années 88 de 88 à 97? Oui, bien sûr, pour Selma, c'est une façon d'approcher, parce que ce cheval, on n'en a pas parlé
on a dit son nom, ce qui est déjà beaucoup. Shaitan, le diable en arabe, il a été nommé ainsi à son arrivée au club parce qu'il est extrêmement violent. C'est un cheval qui a été maltraité et qui est dangereux, qui est violent, qui est redouté, qui peut même être cruel avec certaines personnes. Et Selma va nouer une relation très forte, particulière avec lui. Et cela va lui permettre à la fois de se construire et se construire de manière positive à travers cette guerre et en même temps de sauver aussi ce cheval parce qu'il y a vraiment un enjeu autour de ce cheval et de sa survie, mais aussi cela lui permet d'approcher la violence. C'est-à-dire que c'est sa manière à elle d'approcher la violence à cette époque-là et d'en faire quelque chose, de se construire avec. Ce que je disais tout à l'heure, la correspondance avec le livre de Kiyemis, c'est qu'on a les odeurs, comme au Cameroun, comme à Paris quand Andoun arrive à Paris, on a les odeurs. Là, en Algérie, quand on est dans les écuries, on a cette odeur de paille, on a l'odeur du cheval, on a tout est sensitif dans vos deux romans particulièrement. Mais quand même, je retiens à dire que quand même, la globalité de vos 5 romans, c'est quand même la liberté et la vérité qui ressort. Et c'est vraiment, nous avez écrit de très beaux romans. Je trouve que la sélection faite par ce jury est sublime. Donc je vais rappeler amicalement que les votes sont ouverts jusqu'au 5 juin minuit sur le site de lecteur.com. Alors, qui de ces 5 autrices, merveilleuses autrices, remplacera Paul Saint-Brice? Alors, je vais remontrer à l'écran les livres. Je ne sais pas si vous les voyez. Donc, les voilà. Donc, il y a Bientôt les vivants, donc on vient d'en parler, de Amina Damerji qui est paru aux éditions Gallimard. Il y a Fantastique histoire d'amour paru au Seuil de Sophie Divry. L'ami du prince de Marianne Jéglé paru aux éditions L'Arpenteur, pardon. Et Refleurir de Kiyemis aux éditions Philippe Ray. Et Sans valeur de Gaël Obiegli, aux éditions Bayard. Alors, votez bien, vous les avez écoutées, elles ont été passionnantes, elles ont dit des choses très importantes. Maintenant, votez bien. Le lauréat sera connu et dévoilé le 13 juin prochain, en même temps que le lauréat BD du prix Orange BD, parce que demain, à vos places, mesdames, j'aurai les 5 finalistes du prix Orange de la BD. Donc, on va bien croiser les doigts. Vous avez été parfaite. Je vous remercie de m'avoir si bien entourée, d'avoir répondu à mes questions. Je vous souhaite le meilleur pour ces livres. Ils sont sortis en début d'année. Ils sont encore sur les tables de librairie. Peut-être que j'aurai l'une d'entre vous. Alors, je rappelle que l'une d'entre vous intégrera le jury de l'année prochaine, puisque c'est ça la particularité aussi du jury du prix Orange, c'est que le lauréat intègre le jury. Donc, mesdames, je vous souhaite une bonne chance. On croise tous les doigts. Amis lecteurs, votez bien. La vidéo reste en ligne. Vous pouvez aller les réécouter. Faites votre choix, faites le bon. Je vous souhaite une bonne soirée, mesdames, et je vous dis à bientôt. Et sûrement. Merci Nathalie. Merci. Merci. Merci à tous. Merci les collègues. Merci beaucoup.